Salut à tous, qu'est-ce que vous m'avez manqué au retour de mon retour, donc je salue mon retour dans la feuille de match en compagnie de Maître Pascal Bon. Bonsoir Pascal Bon. Bonsoir Oni, très content de retrouver tous et puis surtout toi. Et puis on a joué un peu les prolongations, donc amende honorable ce soir messieurs, autour du capitaine en chef. Absolument. C'est parti avec également notre ami Patrice Basile, dont je suis content de voir le sourire quand même. Ah oui, il faut bien, hein. Bon, faut être un peu philosophe. De temps en temps, ce n'est que du sport après tout. Voilà. Bruno Michauvigne est également parmi nous ce soir. Bonsoir Bruno. Bonsoir, je sais pas si je peux vous garantir le sourire, mais parce que j'ai les boules. Je peux vous assurer que j'ai vu une photo de Neymar tout à l'heure, il va à la Fashion Week ce week-end et il a le sourire, il a la banane. Hein. Ça, mais je pense pas qu'il soit supporter du PSG. C'est peut-être ça la différence. Il est joueur du PSG, mais pas supporter du PSG. Guillaume Michaud. Moi je reste philosophe comme Neymar, moi j'irai peut-être à la Fashion Week aussi. Je pense que c'est Voilà, Les amis, vous avez compris, on va parler de football, bien évidemment. On parlera de la Ligue des Champions et singulièrement de la débâcle du Paris Saint-Germain. Ce mardi, c'est le mercredi noir pour les Parisiens après 2017-2019. Nouvelle démontada des Parisiens qui ont fait honte à leurs supporters. On va en parler en début d'émission et puis on parlera également de Paris tout court, Paris Sport, notamment la grille numéro 16 du Loto Foot, du Paris Sport Loto Foot 15, et une grille à valider avant dimanche prochain 13 mars, jour d'élection en Guadeloupe, parce qu'il y aura deux élections partielles au Lamentin et du côté de Capesterre de Marais-Galante. Une grille donc à valider avant 9h55 ici en heure locale et elle vaut 1 million d'euros pour peu que vous ayez les 14 bons pronostics. Messieurs, on va faire simple. On va faire concis et précis. PSG battu hier par le Real Madrid. La faute à qui? À faute aux joueurs. Et la faute aussi un petit peu au talent de Modric et de Benzema qui ont toujours cru. Moi j'aurais plutôt indiqué que si le Real ne marquait pas dans les 20 dernières minutes, ça aurait été compliqué. Mais en face, on n'a pas su justement conserver cet avantage, puisqu'on était quand même à 2-0 à un moment avec ce but Mbappé. Incompréhensible, en tout cas, très beau match pour les amoureux du foot, mais c'est vrai que pour ceux qui sont supporters du Paris Saint-Germain, c'est une grosse claque, et puis surtout, à mon sens, c'est très compliqué de regarder les matchs du PSG dans les semaines à venir en Ligue 1. Patrice Basile, la faute à qui? Déjà la faute évidemment au gardien de but Donnarumma. C'est vrai que c'est une faute qu'on peut pardonner puisque c'est un gardien, mais tel que ça s'est passé, ça a, je pense, déstabilisé une équipe qui était en route pour une qualification facile. On était les premiers à dire au match aller que c'était un match qui était réglé pour le Paris Saint-Germain. À la fin de la première mi-temps, pareil. Donc, je dirais que normalement le Paris Saint-Germain devait passer ce tour-là. Moi personnellement, je suis moyennement déçu parce que je ne m'étais jamais imaginé qu'on pouvait gagner la Champions League avec un entraîneur comme Pochettino qui perd 3 fois contre Nice, qui perd 2 fois contre Nantes sans changer la moindre chose dans son équipe. Donc sans une influence tactique dans le jeu, je pense que le Paris Saint-Germain aurait eu du mal de toute façon. Bruno Michauvigne. Comme tu as commencé à tirer sur l'entraîneur, je vais continuer. Je ne comprends pas comment un entraîneur dans un match comme ça ne peut pas faire de changement tactique. Déjà, tu as dans ton effectif 2 grands gardiens, mais tu as l'ancien gardien du Real de Madrid, qui connaît ce stade par cœur, qui connaît la pression, parce que je ne sais pas si vous avez déjà été dans ce stade, moi j'y ai été 2 fois, j'ai eu cette chance. C'est une pression. Quand tu as le public qui commence à vrombrir comme ça, à mettre la pression sur l'adversaire, c'est incroyable. Lui, il le connaît et tu mets un Donnarumma, pas inexpérimenté puisqu'il est champion d'Europe, mais en tout cas en club, c'est sa première campagne en Ligue des Champions et tu mets un Donnarumma, pourquoi? Alors que tu as Navas. Les changements tactiques inexistants, et puis ce body language, c'est comme ça qu'on appelle ça, où tu es complètement dans ton banc, encastré, alors que ton rôle, c'est d'être en train sur le bord du terrain, en train d'insuffler cette énergie aux joueurs. Il y a eu une première mi-temps qui a été exceptionnelle, et premier but, et on revoit tous les anciens spectres de la remontada, du match contre Manchester City, contre Manchester United, on peut en citer plusieurs, et là l'équipe se liquéfie, et là on a l'impression d'avoir des enfants sur un terrain, il n'y a plus de contact, voilà. Guillaume Michaud. Moi j'ai beaucoup de responsables, bon déjà les 2 dirigeants clairement, mais ça c'est sur l'ensemble, même sur plusieurs années finalement, et puis sur les joueurs, ceux qui ont fait des fautes individuelles, Donnarumma, Hakimi qui est mal placé sur le 2e but, et le 3e c'est une passe décisive de Marquinhos, et bonus pour Sergio Ramos qui je pense il aurait été là
Il connaissant Benzema très bien, peut-être ça aurait fait un autre match, mais bon, il n'est pas là. Il n'est pas là, il a joué 2 matchs. Messieurs, merci. En tout cas, mon avis, encore une fois, oui, effectivement, le Paris Saint-Germain qui perd parce que l'institution n'est pas suffisamment forte. Il faut le dire aussi. J'ai beau être supporter du Paris Saint-Germain, il faut admettre que l'institution n'est pas suffisamment forte, suffisamment rigoureuse. On vient à Paris, et je ne parle pas d'EHPAD, parce que les gens qui parlent d'EHPAD, j'ai envie de leur dire que Benzema a 35 ans, Modric en a 36. Donc ça n'a rien à voir. C'est une question d'état d'esprit, de mentalité. On vient dans un club, mais on vient gagner de l'argent. On ne vient pas jouer au foot, on vient gagner de l'argent. Et c'est ça le problème du PSG. C'est-à-dire que les gens sont trop à l'aise dans l'équipe, et puis l'équipe en elle-même est trop suffisante. Et cette suffisance qu'on a en Ligue 1, on l'a en Ligue des Champions. Je termine. On l'a en Ligue des Champions, alors que en Ligue des Champions, on a déjà vu que ça ne pardonne pas. Ce match-là, le même match d'hier, vous mettez à la place du Paris Saint-Germain le Bayern de Munich, à la mi-temps, il y a 4-0. Pour le Bayern, sur une jambe. Parce que le Real n'était pas bon. Pas spécialement non plus, oui. Mais non, parce que le Real n'était pas bon hier. Le Real n'était pas bon hier. C'est que le Paris Saint-Germain a aussi fait preuve de suffisance. Comme au match aller, comme là au match retour, à 1-0 à la mi, c'était pas suffisant. Il faut donner plus et les mecs ne donnent pas plus. Quand vous regardez la deuxième mi-temps et puis vous avez un entraîneur qui ne sait pas prendre ses responsabilités, parce que lui, à la fin de la saison, il ne sera plus là. Messi sera là, Neymar sera là, mais lui, il ne sera plus là. Il fallait en sortir un des deux, peut-être même les deux. Il n'a pas pris le risque de le faire, c'est son problème. Mais le problème, c'est quoi? Le problème également, c'est qu'on n'apprend pas. Le même constat qu'on fait en 2017, la remontada, on a les mêmes ingrédients. Mais il ne faut pas me parler de remontada. Non. En remontada, il y avait qui? Il y avait Kipembe, Marquinhos et Verratti. Tu as 11 bonhommes sur le terrain, il y a 8 qui n'ont jamais connu ça, et 8 juste. Et dans les 8, tu en as 2 qui étaient dans le camp en face. C'est pas une question de. On parlait de l'institution. L'institution n'a pas appris. C'est une question, Bruno, de prendre les gens de haut. Parce qu'on est fort, on se voit beau, on est machin, etc. C'est ça le problème. C'est pas une question de remontada, pas remontada. C'est pas une question des pads qui sont vieux, etc. Modric, à 36 ans, il a couru hier, il a déposé Messi sur un sprint pendant 150 mètres. Je suis désolé, faut arrêter. Il a 36 ans. Benzema, on a 35, les mecs. Hein. On me raconte quoi? Comment nous, on voit tout ce qui va pas, on voit tout ce qu'il devrait faire, tout ce qui devrait être. Mais il faut commencer par virer El Khelaifi et Leonardo. Déjà les deux. Voilà. Déjà. Quand Leonardo est revenu, on a dit que c'était génial. Ouais, mais bon, voilà. Il a fait respecter le PSG. Parce que son recrutement, c'est toujours du bling-bling. Il n'arrive pas à vendre un joueur. Tu as des mecs qui viennent à Paris, ils sont tellement bien que personne ne peut les prendre en face parce qu'ils sont tellement bien payés. Personne n'en parle. Le mec, il a 400 000 euros par mois. Qu'est-ce qu'il y en a à branler de chez il joue pas. Messieurs, enfin bon, on va pas refaire l'histoire. Le Paris Saint-Germain a perdu. Une émission PSG, non? Voilà, on va pas faire l'émission PSG. Il nous reste 7 minutes et demie pour la première partie de l'émission. On va parler de la grille du Paris Sport, l'Autofoot 15. Ah bah oui, maintenant c'est le chronomètre en main. Grille du Paris Sport, l'Autofoot 15, une grille qui vaut 1 million d'euros. Elle s'affiche à l'instant même sur vos écrans. Regardez bien, vous avez 14 rencontres à pronostiquer. Brest-Marseille, Lyon-Rennes, Metz-Lens, Clermont-Lorient, Angers-Reims, Strasbourg-Monaco, Arsenal-Leicester, Chelsea-Newcastle, West Ham-Aston Villa et Lazio-Napoli. Udinese contre l'AS Roma, Torino, Inter de Milan, Betis Séville, Athletic Bilbao et enfin FC Barcelone, Osasuna. Une grille qui est à valider jusqu'au dimanche 13 mars 2022 à 9h55. C'est parti pour le premier match. Brest-Marseille. Marseille qui a remporté, messieurs, ses 2 derniers matchs à Brest, mais Brest a remporté le match aller. Attention messieurs, attention monsieur le Marseillais, match piège j'ai envie de dire, d'autant que l'OM est, on dira un peu en plein doute en championnat. Pascal. C'est cela, ça veut dire que c'est compliqué parce qu'on insiste sur l'aspect purement, on va dire, chiffres et statistiques. Il y a l'aspect cœur et il y a l'aspect aussi influx psychologique. Et c'est vrai que bon, en ce moment, on peut dire qu'il y a un match plutôt intéressant face à Bâle en conférence pour Marseille. Donc il devrait arriver à Brest avec on va dire une bonne capacité de pouvoir se remettre à l'endroit, parce qu'effectivement c'est pas sérieux, c'est pas plus possible. On peut plus partir sur 3 matchs après Clermont et ce qui s'est passé encore la semaine dernière et 3, je sais pas. C'est soit la crise, et on parle de démontada pour Marseille, parce que Nice l'a dépassé, c'est bon. Il faut que Marseille puisse s'imposer à l'extérieur, à Brest. Sinon, effectivement, on reste dans les 6 ou 7 premiers. On ne parle plus de Marseille européen, on ne parle plus de Marseille comme équipe de choc. Voilà. Mais pour cela, je gagne et je prends le risque. Marseille 2.13 sous ce match-là. Pronostic, Patrice Bazile, on va pas épiloguer, c'est le Marseillais, c'est lui le Marseillais, c'est pas vous, vous êtes parisien, donc pronostic. Voilà.
Moi, je confirme que ça va être un match piège. Je pense que Brest va attendre les Marseillais de pied ferme. Les Marseillais qui vont jouer effectivement aujourd'hui. Et donc là, je pense que Marseille va arriver avec encore des doutes. Parce que c'est pas encore réglé. La Ligue Conférence et le championnat de Ligue 1, c'est tout à fait différent. Donc je pense que Marseille aura du mal contre Brest. Et moi, j'ai proposé, je pronostique Brest gagnant ou nul. Alors bizarrement, moi je vois une victoire de Marseille. Marseille a envie et a soif quand même d'être sur le podium et d'être à nouveau en Ligue des Champions. Et ça passe par ce match contre un Brest sur courant alternatif. Donc je vois quand même les Marseillais l'emporter, le 2. Oui, j'ai peur que les Marseillais se fassent surprendre comme contre le match Lens-Brest où Brest a sorti le hold-up avec Ounoura qui te met une petite frappe piquée au-dessus du gardien. Donc je mettrais soit le match nul, soit la victoire de Brest à domicile. Les irréductibles bretons sont de retour, je pense. Match numéro 2, Lyon-Rennes. Je vous propose déjà de voir l'historique des rencontres entre les deux équipes. Une historique qui va s'afficher dans quelques instants sur votre écran. Et vous allez voir que ce sont les Lyonnais qui mènent 40 victoires à 36. Il y a eu 29 matchs nuls sur les 105 confrontations entre les deux équipes. L'OL qui doit combler les 5 points qui le séparent de Rennes. Le 3 mars 2021, Lyon a mis un terme à une série de 4 défaites consécutives à domicile face aux Rennais. Moi, je vois une victoire lyonnaise ou encore un match nul. Pascal Bon. Moi, je serais un peu plus ouvert que vous, Ronny. Moi, je vois un match ouvert, donc soit victoire à domicile pour Lyon ou victoire à l'extérieur pour Rennes. Pourquoi? Parce que les deux équipes sont dans une excellente forme en ce moment. Rennes, ça devient de plus en plus solide. On a déjà, Patrice va le faire après moi, louer un petit peu les talents et ce que peut donner en termes de compétences l'entraîneur de Rennes aujourd'hui. C'est quand même c'est du costaud. Les joueurs, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé depuis quelques semaines, on sent qu'ils sont un peu plus en confiance parce que le talent, il l'avait. Et on a aussi Lyon, Lyon qui, après une victoire de référence contre Porto, on peut pas dire que c'est une petite équipe. Le classement nous dément un peu. Ça fait un peu bizarre de voir Lyon 9e. Bon, 6 points, c'est pas très loin. Pour moi, match très ouvert. On ne peut pas rester sur le match sur ces deux équipes-là. Elles ont besoin d'engranger les points, l'une et l'autre. Oui, ça va être pour moi le gros match de la grille pour la France. Lyon et Rennes, aujourd'hui, effectivement, une dynamique très positive. Donc ça va être compliqué de trouver un gagnant. Moi, j'ai mis ma couverture totale là-dessus. D'abord parce que Lyon, il faut des points. Maintenant, ça y est, il faut qu'ils remontent. Ils sont quand même 11e. C'est quand même pas normal. 9e plutôt. Et Rennes qui enchaîne les bons résultats. Même si en championnat d'Europe, ils ont un petit peu plus de mal. Mais bon, c'est pas la même compétition non plus. Donc ils ont des ambitions. Et donc ça va être un match très intéressant, il y aura du but. Donc je ne sais pas s'il y aura un gagnant, j'ai mis ma couverture totale là-dessus. Oui, non. Moi aussi, c'est clair que c'est un match, c'est le match le plus incertain de cette grille et qui est plutôt sexy également parce que les deux équipes sont quand même dans une bonne dynamique et ça sera ma couverture totale évidemment sur ce match-là. Bon, j'espère qu'il reste de la place sous la couverture, les gars, parce que je vais faire exactement la même chose. Des équipes qui marquent beaucoup de buts, qui sont en forme, donc un match à regarder selon moi. Match suivant, match numéro 3 entre Metz et Lens. Lens qui n'a plus gagné à Metz depuis le 8 mars 2014. Je vous propose là également de regarder l'historique des rencontres entre les deux formations. Et vous allez voir que ce sont les Lensois qui mènent 49 victoires à 34. Il y a eu 27 matchs nuls entre les deux équipes. Pour moi, pas de souci pour les Artésiens qui devraient normalement emporter victoire de Lens à l'extérieur. Pascal. Effectivement, Ronny, moi je ne pense pas que la tendance va être inversée dans ce match-là. On a une équipe de Lens qui est plutôt en forme. Et puis la référence en ce moment, quand Metz se fait battre par le petit Saint-Etienne, bon, même si Saint-Etienne a repris des couleurs, voilà, ça ne veut pas dire que. Ça ne veut rien dire de bon pour un 19e qui se fait encore battre. Patrice va vous parler de la descente en Ligue 2. Metz, si elle continue comme ça, elle y va tout droit. Donc je pense que Lens va enfoncer le clou. Je suis conforme au classement. Je pense que Lens va l'emporter. Ou peut-être accrocher le match nul, mais plutôt victoire à l'extérieur de Lens. Bon, moi je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je ne pense pas qu'un coach comme Antonetti va laisser tomber. Même si Metz aujourd'hui, effectivement, est en train est avant-dernière. Au contraire, ils vont se battre jusqu'au bout. Et à l'inverse, Lens, qui a bien débuté le championnat, qui était une équipe qui fonctionnait bien, tout d'un coup, j'ai l'impression qu'ils ont un petit coup de mou. Pourquoi ? Parce que je crois qu'aujourd'hui, ils n'ont plus rien à gagner. Ils sont dans le ventre mou du championnat. Et donc, en termes de motivation, ils n'ont plus trop la faim. Donc moi, je donnerais toujours priorité sur cette grille au club qui a le plus faim. Et Metz qui a le plus faim, et ben voilà, ils vont peut-être donner tout ce qu'ils ont, mais ils vont essayer de gagner des points. Donc je préfère mettre Metz
en vainqueur potentiel et assuré avec un nul peut-être parce que effectivement Lens, ça reste Lens. Mais moi, je mets presque comme toi, sauf que je mets pas de nul. Je pense qu'effectivement, Antonetti, c'est pas le genre de la maison de lâcher l'affaire. C'est plutôt un combattant et il est venu aussi pour cette mission commando. Donc je pense que Metz peut prendre les 3 points à Saint-Symphorien. Après, le problème de Metz, c'est qu'ils ont gagné qu'une seule fois à domicile depuis le début de saison. Donc ça me paraît difficile. Donc ils nous ont surpris quand même le week-end dernier avec un match nul. Je ne sais plus contre quelle équipe. Et Lens a été surpris aussi. Donc, Défaite à Saint-Etienne. Défaite à Saint-Etienne. Non, c'est le match d'avant où ils font un bon résultat. Oui, un match avant, ils jouent à domicile. Effectivement, ils ont fait un nul. Je ne me rappelle plus contre quelle équipe. Donc je vais tenter le nul, pourquoi pas. Mais sinon, ce sera Lens qui va gagner très clairement pour moi. Messieurs, match numéro 4 et dernier match avant la première pause de cette émission. Clermont-Lorient, je décide que c'est un match bof, donc je veux juste vous pronostiquer, messieurs. Pour moi, ce sera la victoire de Clermont à domicile. Pascal Bon. Exactement. Moi, je suis un peu là-dessus. Je suis sur victoire à domicile de Clermont ou peut-être un accrochage de match nul du côté de Lorient parce que Lorient joue quand même bien au ballon malgré ses déconvenus. Il faut respecter la bonne forme de Clermont en ce moment. Moi, je vois soit un match gagnant pour Clermont à domicile ou un match nul face à Lorient. Moi, je reste fidèle à ma théorie. Je donne priorité à celui qui a le plus faim, et qui a le plus faim, c'est Lorient, puisque Lorient, aujourd'hui, n'est pas sorti de la charrette de descendants, même s'ils ont fait des bons résultats dernièrement. Mais bon. Et puis, Clermont, j'hésite à mettre ce match comme match bof, parce que Clermont m'a toujours plu. Clermont reste une équipe pétillante, malgré les faibles effectifs dont il profite. Donc, je dirais, attention, ce match va être un peu délicat à pronostiquer. Je préfère donner ma préférence à Lorient, effectivement, parce que Lorient a besoin de points. Et donc, Lorient a plus d'intérêt à gagner ce match. Donc, je mets vainqueur Lorient. Alors, vous avez dit match bof, donc match nul. Pour moi, ça sent un match, pourquoi pas même un 0-0, donc voilà. Bah, même analyse, ça risque de faire nul, malheureusement. Après, petit avantage à Clermont qui joue un peu mieux au foot, je pense, de manière générale que Lorient. Donc, je vais tenter quand même la victoire à domicile en Auvergne pour Clermont. Victoire à domicile en Auvergne pour Clermont. Messieurs, c'est la fin de cette première partie. Je dois vous rappeler, très chers amis téléspectateurs, que cette émission, eh bien, tout ce qu'on vous avez comme information au cours de cette émission, vous pouvez retrouver toutes ces infos sur l'application La Feuille de Match également, que vous pouvez télécharger sur toutes les applications, sur toutes les plateformes, en tout cas Android ou encore iOS. Messieurs, eh bien, dans quelques instants, on va marquer la pause, mais on reviendra et je vous promets d'aller vous rendre visite à une équipe qui n'est pas tout à fait en danger, mais presque. À tout à l'heure. Retour sur le plateau de la feuille de match pour cette émission consacrée à la grille numéro 16 du Parion Sport Loto-Foot 15. Grille à valider avant dimanche 13 mars prochain à 9h55 en heure locale. Maître Pascal Bon, j'ai un client pour vous. Ah bon? Il est connu? Ah ouais, j'ai longuement réfléchi pendant la pause. Ça y est, j'ai votre client. Il s'agit de Mauricio Pochettino, accusé d'acte de vandalisme. Ah, ça tombe bien, j'accepte le contrat, puisque de toute façon, je suis en train de rédiger sa lettre de licenciement. C'est parfait. C'est les prud'hommes, c'est pas. C'est parfait. Vous êtes spécialiste là-dedans. Alors bien évidemment, nous sommes avec Maître Pascal Bon, avec Patrice Basile, Guillaume Michaud et Bruno Michauvigne. Voilà les amis qui nous accompagnent ce soir. Les amis, on va poursuivre la descente de cette grille. Je vous avais parlé d'une équipe en danger, mais pas loin. S'il s'agit d'Angers qui reçoit Reims. Angers qui reste sur une série de 3 matchs sans défaite face à Reims. Pour moi, ce sera le match nul ou encore une victoire de Reims à l'extérieur. Je tente le pari. Oui, Ronny, le titre c'est quitte ou double. Moi, je respecte celui qui est à domicile. Pour autant, je vois que Reims, ça va un peu mieux. Bon, mais je vois une victoire quand même d'Angers à domicile. Ou à la limite, à mon sens, c'est le vrai match bof de la grille. Ah oui, pour moi, oui. Match nul entre les deux équipes. Et match à 3 points, puisqu'il y a 3 points qui séparent ces deux équipes. Donc, malheureux perdant encore une fois sur ce match-là. Bah, je confirme, pour moi c'est vraiment le vrai match bof, parce qu'on a d'un côté Angers, dont je signale depuis le début, depuis quelques temps, que c'est vraiment, ça commence à aller de plus en plus mal. Encore une fois, le départ de Moulin, pour moi, a été catastrophique pour cette équipe.
donc qui perd tout ce qu'elle peut. Donc là, ils voient en ce moment se rapprocher les derniers. Et attention, parce qu'il ne leur reste plus que 4 points d'avance sur la fameuse charrette. Donc ça va être compliqué. Par contre, Reims, ça va mieux. Donc Reims, aujourd'hui, commence à revenir dans le giron des bonnes équipes. Donc ça va être un match compliqué. Moi, je vais mettre nul, parce que ce match-là, finalement, les deux équipes ont les mêmes arguments et ça va être compliqué de se départager. Donc pour moi, c'est nul. Alors si je vous propose, messieurs, l'historique des rencontres entre les deux formations, peut-être que ça va faire changer l'avis. Bruno Michaud-Vigne et Guillaume Michaud. 20 victoires pour Angers, 24 pour les Rémois. Et il y a eu 15 matchs nuls entre les deux formations. Ça vous fait changer d'avis? Non, ça me conforte dans l'idée que les deux équipes auront l'ambition de l'emporter. C'est un match à 6 points. Ils sont très proches au classement et elles ont besoin de ces 3 points. Et on voit que le nombre de victoires est plus important que le nombre de matchs nuls. Donc ça sera pour moi une victoire de part et d'autre, les amis. Moi, je vois bien Angers gagner parce qu'ils sont sur 5 défaites, effectivement, lors des 5 derniers matchs. Mais ils ont joué des équipes très difficiles comme des Nice, des Strasbourg, des Rennes, des Marseille. Et là, ils ont enfin un adversaire un peu plus accessible. Donc je les vois plutôt l'emporter. Et puis sinon, ça reste un match bof. Donc qui dit match bof, dit match nul. Voilà. Pas toujours. Match numéro 6, Strasbourg-Monaco. Monaco qui veut repartir de l'avant, mais n'a plus gagné à Strasbourg depuis le 9 mars 2018, soit exactement 3 rencontres historiques, des rencontres tout de suite d'ailleurs entre Monégasque et Strasbourgeois. Et vous allez voir que les Monégasques mènent très largement, 47 victoires à 26. Il y a eu 22 matchs nuls. Mon pronostic, victoire de part et d'autre, puisque la victoire est possible de part et d'autre. Strasbourg, puisqu'ils sont à domicile, et Monaco, on dira pour le prestige monégasque. Guillaume Michaud. C'est un peu ça. D'un côté, on a Monaco qui, de manière générale, plus allégé à l'extérieur, qui va jouer à Strasbourg, qui est une équipe qui n'arrête pas de marquer. Donc on s'attend à un match plutôt offensif. Donc pas de match nul pour moi, effectivement, soit une victoire d'un côté ou de l'autre, tout simplement. Moi, je tente quand même la victoire monégasque. C'est vrai que Strasbourg a des arguments à domicile qui plus est. Néanmoins, c'est vrai que Monaco est sur une très très bonne dynamique et a montré quand même des choses plutôt pas mal. Monaco a l'habitude sur cette dernière saison de faire un bon sprint final et pour moi, ça sera le cas. Donc une victoire des Monégasques. Moi, j'adore le jeu de Strasbourg parce que c'est une équipe qui a un football flamboyant, comme j'aime le dire. Ils n'ont pas eu de chance ces derniers temps, donc ils ont fait beaucoup de matchs nuls parce qu'ils ont raté des buts bêtes. Mais ils ont une très bonne attaque et je pense que Monaco, qui est une équipe qui joue en dents de scie un peu, aura du mal face à Strasbourg, qui est quand même assez efficace à domicile. En plus, Monaco joue aujourd'hui, donc peut-être qu'ils vont être fatigués. Et encore une fois, je pense que Strasbourg, qui reste sur 3 matchs nuls, peut vraiment faire un bon résultat contre Monaco, qu'ils aiment bien jouer. Donc moi, j'ai préféré mettre Strasbourg en gagnant. Donc ce sera pour moi une victoire sèche de Strasbourg. Oui, je serai l'impertinent de ce tour de table, messieurs, parce qu'effectivement, sur ce match-là, moi, je conserve mon triple là-dessus. Parce que je considère que, justement, les faiblesses et les atouts de chacun peuvent permettre qu'on assiste à la fois à un match nul. Parce que Monaco, comme tu l'as dit avant moi, c'est une équipe qui a le talent, mais des fois, ils nous déçoivent. Alors, ils nous ont planté Marseille, voilà, dimanche, ok. Ah oui. Mais à part ça, des fois, ça fait mal, voilà, ça fait très mal. Bon, après, on a 2 futurs Européens, il n'y a que 3 points qui séparent donc, le 8e et le 5e. Mais attention, moi je dis en face, depuis quelques temps, moi j'assume, Strasbourg est un client solide pour les 5 premières places. Avant, je me dis, ils sont là par hasard. Là, je l'ai dit, ils sont structurés, le club, on parle de l'institution, ce qui fait qu'à la fin de l'année, ils seront dans les 5. Donc, il ne faut pas lâcher un match face à Monaco. Donc, ma couverture totale sur ce match-là. Nous allons partir en Angleterre pour les 3 matchs suivants. Match numéro 7 entre Arsenal et Leicester. Arsenal qui a remporté les 2 derniers matchs à Leicester, mais a perdu la dernière fois à Londres. Les Gunners vont mieux, ils doivent donc confirmer. Je propose tout de suite l'historique des rencontres entre les deux formations. Et vous allez voir que là, ce sont clairement les Gunners qui mènent 40 victoires à 19. Il y a eu 21 matchs nuls. Là aussi, moi j'accorde mon pronostic, à la faveur de mon pronostic, à l'équipe qui reçoit. Le 1 pour moi, victoire d'Arsenal. Je vais suivre ton pronostic, Ronier, parce que Arsenal, c'est une équipe qui a beaucoup de mal, effectivement, dès qu'on attaque les équipes du top 4, du top 5. Mais en dessous, ils sont quand même plus à l'aise. Donc, je vois plutôt l'emporter, en sachant que Leicester est un peu sur courant alternatif, avec un Vardy qui n'est pas au top. Donc, plutôt victoire à l'Etihad Stadium, pardon. L'Emirates. Il y a trop de stades maintenant, j'ai peur. Trop de marques. Il y a tellement de stadiums maintenant. Le naming. Moi aussi, je vois bien sûr une victoire d'Arsenal qui effectivement
va un peu mieux et qui a besoin de points, et un Leicester qui est plutôt en mode Vardy dépendance et ne peut pas, à mon avis, on peut pas être sûr. Donc ce sera pour moi une victoire d'Arsenal. Les Gunners. Moi, je suis un peu dubitatif parce que franchement, Leicester, c'est vrai que quand ils se mettent à jouer, d'ailleurs, ils viennent de battre Rennes là, donc ça prouve quand même qu'ils ont une équipe quand même assez consistante. Arsenal, c'est vrai qu'ils jouent très bien, ils jouent de mieux en mieux. Donc ça peut être un match intéressant, ça peut être un match palpitant même, puisque c'est des deux équipes qui aiment jouer l'attaque, l'offensive. Alors évidemment, Arsenal jouant chez eux, jouant à domicile, ils ont peut-être une préférence. Donc je vais forcément aller vers Arsenal parce que à domicile, je sais qu'ils sont quand même dans le fameux Emirates Stadium, où d'ailleurs notre ami a sa statue, là, Thierry. Thierry, oui. Donc je vais mettre Arsenal gagnant, mais je vais mettre un petit nul derrière pour assurer le coup. Ben, moi, j'étais obligé de prendre des risques. Et c'est sur ce match-là de la grille que j'ai le plus de doutes. Je n'ai pas dormi. Parce que, voilà, on ne peut pas mettre des doutes partout, on ne peut pas mettre des nuls partout. Et je vais aller dans le même sens un petit peu que Ronny, c'est-à-dire une victoire à domicile d'Arsenal. Mais j'avoue, je ne sens même pas le truc parce que je sais qu'il y a un renouveau, il y a de fond à Leicester depuis quelques semaines qui se voit. Et là, ils ont gagné face à Rennes sans Maddison et sans les buts de Vardy. Il y a quelque chose qui est en train de s'installer et ils ont des matchs en moins, donc ils sont faits. Je sais pas, je pense pas que la tâche sera facile pour Arsenal, même si ils sont à domicile. Bon, allez, voilà, c'est petit plus à domicile, mais j'ai un doute. Je ne serais pas déçu je ne serais pas étonné si j'ai une déconvenue sur ce match-là, durant la grille. Match numéro 8, messieurs, entre un riche qui peut devenir pauvre et un pauvre qui est devenu riche, à savoir Chelsea-Newcastle. Chelsea qui sort sur une vague de 3 victoires de rang et Newcastle qui n'a plus gagné à Stamford Bridge depuis le 2 mai 2012. Ça fait quand même 10 ans cette affaire-là. Ben, pour le coup, moi je vois bien quand même les joueurs du Château Neuf. Hein, Bruno, Vous me l'avez retiré là. Le Château Neuf, c'est ça. Non, mais c'est signé Bruno Michovigne, hein, je l'ai quand même dit. Faire au moins un match nul du côté de Stamford Bridge. Donc je vois la victoire de Chelsea qui serait logique, mais pourquoi pas un match nul de Newcastle. Pascal Bon. Oui, moi je serais quand même plutôt de l'avis que Chelsea va enfoncer le clou à domicile. Là, la lutte, elle est âpre entre les 3-4 gros en première ligue. Chelsea a le mental, pas forcément tout le temps, on va dire, l'adresse face aux équipes de rang, mais face à Newcastle va devoir attendre d'utiliser ses millions tel Paris d'ici quelques années avant de pouvoir tout de suite engranger face au grand. Moi, je vois Chelsea l'emporter très clairement à domicile. Est-ce que vous voulez, mon cher Patrice Basile, voir l'historique des rencontres avant de vous prononcer? Avec plaisir. Alors, je vous l'accorde et vous avez cet historique. Merci Morgan. 49 victoires pour Chelsea, 24 pour Newcastle et 28 matchs nuls entre les deux équipes. Ça vous rassure? Oui et non, parce que je suis toujours dubitatif quand il s'agit de... C'est monsieur dubitatif. Voilà. Quand il s'agit de voir s'opposer deux équipes qui sont assez éloignées dans le classement. Et j'ai toujours peur que l'équipe favorite ne respecte pas l'équipe qui n'est pas favorite. Et c'est vrai que Chelsea a souvent l'habitude de choisir ses matchs un petit peu, même s'ils sont effectivement extrêmement rigoureux dans certains matchs, ou quand c'est des matchs importants, ils savent le jouer à fond. Mais contre des équipes comme Newcastle, qui quand même aujourd'hui enchaînent les bons résultats malgré leur 14e match, ça peut peut-être être la surprise de la grille, parce qu'une grille à 1 million, si on veut la toucher, c'est peut-être parce qu'on va réussir à deviner la surprise qu'il faut deviner. Donc pour moi, je vais mettre... un nul sur ce match et peut-être une victoire de Newcastle. Je prends le risque parce que pourquoi pas voir Chelsea peut-être arriver un petit peu en chausson, je dirais, sur ce match et peut-être se faire surprendre par Newcastle. Donc je vais passer après le schtroumpf dubitatif. Non, mais c'est vrai que bon, ton analyse, ça se tient. Mais néanmoins, je pense que quand même, je vais donner la précédence à l'équipe qui reçoit Chelsea, qui est effectivement en plein doute administratif, et c'est vrai, mais sur le terrain, ça va beaucoup mieux, et leurs dernières sorties ont été quand même de nature à rassurer, notamment à la maison. Bah, ils sont invaincus depuis tellement de temps que je les vois mal déjà perdre de 1 et de 2. C'est pas trop une équipe, moi je trouve, qui galvaude ces matchs de manière générale. Là, la preuve, c'est leurs 2 derniers matchs, Burnley-Luton. Bon, il y a 2 victoires quand même malgré tout. Ils ont fait 0-0 en coupe contre Liverpool en finale, mais franchement, c'était un match niveau top.
Donc Newcastle, c'est une équipe très sympa, mais Chelsea, pour moi, c'est niveau Ligue des Champions, donc ils vont l'emporter pour moi. Merci messieurs, match numéro 9 et dernier match avant cette deuxième pause de l'émission. West Ham, Aston Villa, 3 victoires consécutives pour West Ham et 7 matchs sans défaite. Donc des Hammers face aux Villains. Regardez l'historique des confrontations entre ces deux formations. 30 victoires pour Aston Villa, 27 pour West Ham et 28 matchs nuls. C'est équilibré. Très équilibré au total des 85 confrontations entre les deux clubs. Pour autant, moi je vois bien les Hammers l'emporter. Pour moi, ce sera la victoire de West Ham, Guillaume. Alors le danger de ce match-là, c'est de ne pas confondre les maillots. Moi, quand j'étais petit, je confondais tout les deux équipes. C'est clair. Alors, en plus, voilà, c'est un peu le milieu de tableau en Angleterre, mais je mettrai un petit avantage à West Ham parce que c'est une équipe que globalement, je pense que tout le monde apprécie sur la table, qui joue bien, le milieu assez fourni, des finisseurs comme Antonio Bowen, donc West Ham pour moi à domicile. Bruno. Alors West Ham à domicile, mais en sachant que l'attaquant Bowen est absent. Donc Attention alors. faut voir, mais quand même je donne un petit peu l'avantage au Ham. C'est le genre de match très compliqué à pronostiquer, parce que c'est vrai que c'est deux équipes qui sont à peu près dans le même style de jeu, des résultats un peu en dents de scie aussi. Les Hammers, évidemment, jouant chez eux, on peut donner peut-être une préférence. Bowen absent, il reste quand même Lanzini, qui est quand même un super attaquant. Donc moi, je dirais que là aussi, je vais peut-être essayer de prendre une hypothèse que West Ham va gagner. Et peut-être aussi assurer le coup avec peut-être une victoire de Aston Villa, si je peux le faire. Donc je mets victoire de West Ham ou Aston Villa, sachant que West Ham a peut-être un avantage en jouant à domicile. Ben arrivant aujourd'hui, j'avais ces certitudes autour de West Ham. Et c'est vrai que les résultats de la semaine me font douter, me ramènent un peu plus des choix de Patrice. Pourquoi? Parce que West Ham s'est fait manger par Séville aujourd'hui. Il y avait un match en retard contre Leeds où Aston s'est fait plaisir 3-0 face à Leeds avec et j'ai envie de le dire très vite, il y a un renouveau aussi, il y a un mouvement de fond avec Philippe Coutinho, on retrouve le grand Coutinho affûté. Donc effectivement, c'est ce qui me ramène peut-être à plutôt penser à pas un match nul, mais soit une victoire à l'extérieur de Aston Villa qui continue à remonter un petit peu et qui joue très très bien, et puis West Ham à domicile qui était quatrième il n'y a pas longtemps, qui a joué les hauts de tableau. Donc ça peut être aussi, même sans Bowen, un match sérieux à domicile, mais pas de match nul. Pas de match nul donc pour Maître Pascal Bon entre West Ham et Aston Villa. Messieurs, est-ce que vous voulez une bonne petite, je parle de bonne petite blague, messieurs, les Parisiens, Bruno Michovigne On n'est plus à ça près. On connaît les Allô Raymond Remontada, Allô Eli, on connaît. Elle est un peu plus fine celle-là. Alors en signe de contestation contre la guerre en Ukraine, le Paris Saint-Germain a décidé de se retirer de la Ligue des Champions. Magnifique. Et bien voilà. Donc voilà. Merci, Pour le coup, on se retire de votre écran un court instant, le temps d'une page de publicité. Et on revient pour, allez, hélas, se rendre à Vérone. Tout à l'heure. Retour sur le plateau de la feuille de match pour la dernière partie de cette émission consacrée à la grille numéro 16 du Parion Sport Loto Foot 15, une grille qui est à valider, je le rappelle, jusqu'à dimanche 13 mars prochain à 9h55. Il y a 1 million d'euros quand même à gagner au premier rang pour peu que vous ayez les 14 bons pronostics, et ça s'est déjà fait ici sur ce plateau. Avec moi Patrice Basile, Maître Pascal Bon, Guillaume Michaud et Bruno Michovigne. Je vais y arriver, Guillaume Michaud, Bruno Michovigne. Et puis en plus ils sont côte à côte. Voilà. Messieurs, merci. Nous repartons donc pour cette dernière partie, les 5 dernières rencontres de la grille qui vont nous emmener en Italie et en Espagne. On commence avec l'Italie et le match numéro 10 entre Hellas Vérone et le Napoli. Le Napoli qui n'a plus gagné depuis 3 rencontres quand même face à Hellas Vérone. Je vous propose tout de suite l'historique des rencontres entre les deux formations et vous allez voir encore une fois que c'est le Napoli qui mène 36 victoires à 13. Il y a eu 14 matchs nuls entre les deux formations, mais je rappelle que Naples n'a plus gagné depuis 3 matchs face à Hellas Vérone. Pour moi, quand même, les Napolitains sont trop près du Scudetto
pour laisser filer des points. À mon avis, ils vont l'emporter. Pascal Bon. Oui, Ronnie, on sent qu'il y a quelque chose, psychologiquement parlant, qui est en place à Napoli parce que, allez, si on passe les différentes lignes, attaque, des fois, c'est un peu besogneux. C'est costaud, mais ça peut être besogneux techniquement parlant. Mais on sent qu'il y a une force. Cette année, ils ont envie de se rapprocher, de chatouiller, en tout cas de disputer le titre. Et en face, il y a une équipe, un peu comme Sassuolo et la Spezia, Qui emmerde. voilà, ils aiment les gros matchs. C'est une équipe présidentielle, ça. Voilà. Face à la Roma, ils ont fait match nul de partout. Ils ont embêté l'Udinese. Enfin, c'est une équipe quand même qui, voilà, 4-0, hein. 4-0 face à l'Udinese. Non, hélas, ils ont les moyens, en tout cas, offensivement, de taquiner Napoli. Pour autant, comme dit Ronnie, je reste quand même sur une victoire napolitaine parce que je sais qu'ils savent coffrer et puis ils prendront ce match au sérieux vu leurs ambitions. Alors, Naples, effectivement, est dans la course au titre, mais là, ils ont pris un très très gros coup sur la tête le week-end dernier, parce qu'ils ont perdu un match très important contre le Milan AC, un match à 6 points, qui était déterminant pour la suite de la compétition, et j'espère pour eux que ça ne va pas leur miner le moral. Parce qu'en face, effectivement, West Ham, c'est une équipe, Hellas Vérone, qui, je me suis trompé de pays, est une équipe qui est extrêmement dangereuse à jouer chez eux et qui nous a causé beaucoup de problèmes à nous par ailleurs, souvent. Et donc, effectivement, ça va être compliqué. Même si à Hellas Vérone, il y a Barak, le super buteur, n'est pas là. Je pense que ça va être compliqué pour Naples. Alors j'espère que Naples, qui a quand même des Insigne, Osimhen, etc., va se remettre de cette défaite que Giroud leur a infligée. D'ailleurs, c'est Giroud qui avait marqué. Et donc, je vais mettre évidemment Naples comme mon ami Pascal en vainqueur. Mais attention à Hellas Vérone, parce que c'est pas la première fois qu'il nous réserverait des surprises. Moi, j'ai tellement envie que Naples puisse prendre ce Scudetto. C'est vrai qu'ils ont mené pendant une belle partie du championnat. Perdre comme ça, alors qu'on arrive presque à la fin du championnat, sera embêtant. Ils n'ont pas perdu en 2022, à part cette déconfiture contre Milan AC. Donc pour moi, ils vont quand même faire le taf et le job, même à Vérone. Et victoire donc de nos amis napolitains, les rois de la pizza. Moi, quand on voit une telle opportunité gâchée, moi j'ai vraiment l'impression qu'ils ont raté le train pour le titre. Là. C'est dur psychologiquement, je pense. Et en plus, à Vérone, effectivement, il y aura quand même Caprari, il y aura Simeone, on n'en parle pas beaucoup, mais il a marqué plus de buts que tous les attaquants en face. Donc attention, gros match. Moi, j'ai plutôt mis mes tripes sur la Ligue 1. Donc là-dessus, je vais tenter le nul. Et sachant que je crois qu'au match aller, il y avait déjà eu un nul, si j'ai bonne mémoire. Donc je tente le nul là-dessus. Et je pense que Napoli ne reviendront pas sur malheureusement Milan et Inter. C'est trop tard. L'Udinese qui accueille l'AS Roma, c'est le match numéro 11. Les Romains qui restent sur 3 succès de rang et 2 victoires consécutives à Udine. Alors moi, pour le coup, c'est là où j'ai mis mon triple sur ce match-là, puisque voilà un match plutôt indécis entre deux formations qui peuvent alterner le bon, le moins bon, le quelconque. Des fois, je vous propose d'ailleurs de regarder l'historique des rencontres entre ces deux formations, entre l'Udinese et la Roma. 53 victoires pour la Roma, 23 pour l'Udinese et 25 matchs nuls entre les deux formations. Guillaume Michaud. Dur ce match. Hein. Très dur. Je vous ai dit que j'aime pas Mourinho, mais bon là il est sur le banc, il est dans les tribunes apparemment depuis un certain temps. Ah oui, il l'a pris cher. Oui, il a pris très cher apparemment au niveau sanction disciplinaire. Là-dessus, l'Udinese il m'enthousiasme depuis le début de saison, en ayant perdu leur meilleur joueur en milieu de saison l'année dernière. Je pense que ça va être compliqué. Donc je vais tenter la victoire de l'AS Roma, un petit 1-0 à l'extérieur. Allez. Moi aussi, la Roma souveraine sur ce match-là, et même à l'extérieur. C'est vrai que c'est un match quand même, je rejoins Ronnie, quand même pas simple à pronostiquer, parce que c'est deux équipes qui ne sont pas extrêmement efficaces en termes de buts, même si la Roma a enchaîné quand même des très bons résultats depuis quelques temps, puisqu'ils sont sur 4 victoires et 3 matchs nuls, donc c'est quand même de bon augure. Ils ont une armada offensive quand même assez intéressante. Donc moi je serais partant pour privilégier Rome, puisque effectivement c'est une équipe... Moi j'aime le Rome aussi. Donc je vais sur la route du Rome et je pronostique Rome sec, du coup ça fait 10 ouais, sec. c'est mieux. Hein.
Sans jeu de mots, mais voilà. Comme ça, au moins, on est tranquille. Tous les victoires, tous les chemins mènent au Rome. Oui, c'est vrai que voilà. La Roma, c'est un peu palichon. On a un petit joueur qui vient un petit peu, des fois, un peu rattraper un peu les choses. Sergio. Non, c'est juste. Sergio Oliveira, bon, il a encore marqué là, une petite victoire un peu étriquée face aux vitesses en Europa Conférence. Bon, l'Udinese en face, c'est pas mieux. C'est pas beau, c'est pas le match qu'on a envie de voir le dimanche devant son canapé. Donc, je me dis quand même, là, il va falloir qu'on continue, même s'ils ne sont plus là à jouer le titre. Il va falloir que ce match-là sert à la Roma pour pouvoir se remettre un peu en selle, un petit peu au moins européen. Et donc, moi, je compte sur l'AS Roma pour gagner ce match à l'extérieur. Victoire donc de l'AS Roma à l'extérieur selon Maître Pascal. Bon, le match numéro 12 nous propose un Torino-Inter Milan. Alors, il fut un temps où c'était une très très belle affiche. Aujourd'hui, elle est complètement déséquilibrée entre des interistes qui visent le Scudetto et qui, à mon avis, devraient enchaîner ce dimanche son 6e succès d'affilée face au Taureau. Je vous propose, allez tiens, l'historique des rencontres entre les deux formations et vous allez voir que les Milanais mènent 61 victoires à 31 contre 45 matchs nuls. Bon, il n'y a pas à mon avis grand chose à dire, messieurs, victoire de l'Inter qui est en route, en tout cas qui est la bagarre pour le titre avec son ennemi numéro 1. À savoir le Milan. Exactement, vous avez presque tout dit. Moi, je vois aussi Martinez qui est assez affûté, même notre petit qui a pris un carton rouge avec des champions aussi. Il est très, très, très aussi véloce et aussi précis en attaque. Donc je pense que l'Inter va confirmer, il va continuer malgré aussi ce match un peu bizarre contre le Milan AC, il y a quelques semaines, va continuer peut-être à peu titiller un peu l'Inter et pas l'Inter, le Milan AC et puis le Napoli. Et Naples. Donc victoire pour moi à l'extérieur net et clair de l'Inter Milan. Alors moi je serais un peu plus mesuré encore une fois parce que c'est vrai que l'Inter Milan a priori dubitatif. A priori l'Inter Milan a la voie royale puisqu'ils ont un match en moins et qui s'ils le gagnent ils seront comme Marseille on avait dit à l'époque champions ou alors effectivement ils peuvent encore la jouer un petit peu trop léger face à Torino. Rappelons-nous que Torino a quand même la 4e meilleure défense de ce championnat italien, alors qu'ils sont 11e. Alors pourquoi ils sont que 11e? Parce qu'ils ont fait beaucoup de matchs nuls, tout simplement. Donc c'est une équipe qui est rugueuse. Voilà. Et si l'Inter de Milan n'arrive pas avec les crocs, n'arrive pas avec encore une fois un match sérieux, ça peut nous donner un match nul, voire peut-être une surprise. Donc je dis aux parieurs, attention, dans ce match-là, il y a peut-être une petite surprise à attendre. Donc si vous pouvez, vous mettez un 2 et un nul, sinon pourquoi pas un nul. Et si on n'a pas de sous pour un double, on met, et c'est ce que je conseille aux parieurs, de mettre quand même une victoire de l'Inter. Et un championnat italien qui est quand même intéressant, avec quand même 3 grands clubs qui sont dans un mouchoir de poche. Et peut-être qu'on aura une arrivée au finish. Ouais. Et c'est pas mal. Guillaume moi je vois l'Inter, mais attention quand même. Match difficile. Non, mais je sais pas si t'as vu le match contre Liverpool, ils ont gagné. Mais parce que, ils ont gagné 1-0, ils sont éliminés, mais ils ont couru derrière le ballon tout le match, ils ont pris 3 poteaux. Et le truc qui les sauve, c'est Lautaro Martinez, et je pense que c'est ce qui va peut-être les sauver contre Torino. Et aussi le fait que la Juve est 4e, le Torino a peut-être pas envie que la Juve revienne dans la course, donc ils vont peut-être pas non plus se forcer pour gagner le match en sachant qu'ils sont 11e. Donc, ça existe encore ça, ce genre d'arrangement entre amis. C'est la rivalité entre les deux équipes. Tu crois que Marseille ne vont pas laisser gagner une autre équipe pour que Paris soit pas champion? Mais bien sûr que ça existe, forcément. Non, Paris a ça, mais Marseille fait pas ça. Marseille fait pas ça, bien sûr. Non, j'y ai pas pensé, mais pourquoi pas. Ouais. Messieurs, nous passons en Espagne pour les 2 dernières rencontres de cette grille. Le match numéro 13 nous propose un certain Betis Séville Athletic Bilbao. L'Athletic qui n'a plus perdu depuis 4 matchs, mais les Basques n'ont plus gagné à Séville depuis un certain 22 décembre 2017, historique des rencontres entre les deux formations. Avant que je vous dise quand même que moi, je vois quand même la victoire du Betis Séville à domicile
Les Sévillans qui ont gagné 31 fois contre 40 victoires à l'Athletic Bilbao. Il y a eu 36 matchs nuls entre les deux formations. C'est quand même globalement assez équilibré. Pascal Bon. Moi, je crois en l'Athletic Bilbao sur ce match-là. Je prends le risque. Betis va jouer. Forcément, il y a ce qu'il faut. Chaque fois, on va marquer en bas, but de Fekir. Sauf que la défense du Betis, c'est un petit peu bizarre des fois. Et en ce moment, il y a encore les frères Williams. Ils sont sur les bancs, mais quand ils sont sur le terrain, c'est pas mal. Et puis, moi je dis, c'est un petit peu les Sassuolo de l'Espagne. Bilbao, vous n'allez pas aller mettre un 5 à Bilbao non plus. Hein. Et ils jouent au ballon. Donc je vois soit une victoire de Betis à domicile, pas de match nul, parce que ça va être super chatoyant. Ce ne sera pas un match bof. Moi je pense qu'il y aura du beau jeu. Athlétique, ils jouent au ballon vraiment. Et ils sont athlétiques, mais ils jouent au ballon. Donc soit victoire à l'extérieur de Bilbao, ou soit une victoire à domicile du Betis Séville, parce que je trouve que défensivement, des fois c'est un peu court au niveau Betis, parce qu'ils jouent au ballon, mais derrière, je sais pas. Ouais, de toute façon, c'est un match très compliqué encore à pronostiquer. Ça, c'est clair. Parce que, franchement, Bilbao, c'est une attaque de 32 buts. Alors qu'en face, Betis, c'est 49 buts. Il y a quand même une sacrée différence. Ça veut dire que d'un côté, il y a une équipe qui marque, et de l'autre, une équipe qui défend et qui attend. Et c'est ça le problème que je vois avec cette équipe de Bilbao, c'est que c'est une équipe, justement, qui est très piégeuse. Alors, Betis a besoin de points. Bien évidemment, ils jouent chez eux, donc c'est un avantage. Logiquement, on devrait les mettre comme favoris. Mais attention, parce que encore une fois, Bilbao, ils sont en plein boom en ce moment. Ils ont fait quand même pas mal de bons résultats dernièrement. Mais quand ils gagnent, c'est de justesse. Voilà, c'est pas une équipe flamboyante, c'est quand je puis dire. Donc moi, je dirais, je pronostique le nul sur ce match parce que justement, c'est un match qui va s'avérer compliqué pour les deux équipes. Et je pense que ça va être un match assez fermé au final. Donc je dis nul sur ce match. Non, moi je vois quand même une victoire du Betis. C'est vrai, on sait leur potentiel en attaque avec Fekir. Il faut le signaler, c'est vraiment la première fois qu'on voit un Fekir dans sa forme olympienne. Et constant. Et où on voit ce coup de rein qui était éblouissant, qui faisait plaisir aux gens qui aiment le foot. Et nous tous autour de cette table-là. Donc attention, et je pense que vraiment le Betis va l'emporter à domicile. Ouais, moi j'étais assez déçu par Bilbao lorsqu'ils se sont déplacés à Barcelone. Vraiment un manque d'ambition sur le terrain. Et j'ai peur qu'ils refassent un peu les mêmes erreurs contre Betis. Parce qu'ils se déplacent contre une équipe. Ils vont chez une équipe qui joue au football, qui joue très bien au football. Seul petit bémol, c'est la charnière centrale. On sait toujours pas c'est qui les deux titulaires. Mais sinon, mis à part ça, Betis, je pense, a un petit avantage. J'y vois vainqueur. Les derniers matchs de la grille, messieurs, entre le FC Barcelone et Osasuna. Osasuna qui n'a gagné que 3 fois au cours des 20 dernières confrontations entre les deux équipes. La dernière fois, c'était le 16 juillet 2020. Regardez l'historique des rencontres entre les deux formations avec une nette domination du FC Barcelone. 44 victoires contre 16 à Osasuna et 17 matchs nuls. Et je vous rappelle quand même que la dernière victoire, c'était donc le 16 juillet 2020 pour Osasuna qui a perdu, qui a gagné que 3 fois au cours des 20 dernières confrontations. Donc bon, a priori, même si le Barça n'est plus le Barça d'avant, mais face à Osasuna, ça devrait passer. Peut-être que c'est un match difficile à pronostiquer, on va voir. Ouais, ça, on peut être dubitatif. Ronnie et messieurs les parieurs, et mesdames aussi, Il y a plein de dames qui parient, vous savez ça. c'est ça, je pense à elle parce que impressionnant. on est parle du 8 J'ai eu, mars. vous avez commencé par j'ai eu un rêve, c'est ça? J'ai fait un rêve. J'ai eu à défendre devant vous plusieurs fois le Barça depuis quelques mois. Messieurs Kilikou, 3e, 48 points. On attendait plutôt l'année prochaine, aller transition, tout ça. Ben non. Xavi a remis un peu tout le monde un petit peu. Et puis bon recrutement, mercato d'hiver excellent. Et moi je vois une victoire du Barça. Pas facile. Parce que je vois que Sasuna, sur les matchs, ils étaient quand même en forme. Je crois qu'ils ont croqué un gros la semaine dernière. J'oublie, mais ils ont croqué un gros le week-end dernier. Donc ça sera pas facile, mais quand même,
ce qu'on voit depuis quelques semaines. Villarreal, effectivement. Voilà, Villarreal, on ne s'attendait pas à cette défaite. Et net et clair en plus. Hein. Je vois pas les joueurs Ghana laisser le match passer. Il faut qu'ils continuent. Mais ils peuvent, encore une fois, avec le jeu des petits points là, ils peuvent se retrouver second avec 2 victoires de rang. Donc je crois qu'il y a de quoi enfoncer le clou à domicile pour le Barça de Xavi. Ça fait déjà pas mal de semaines qu'on fait l'éloge du Barça, du renouveau du Barça, du travail de Xavi, de l'arrivée de Aubameyang qui a vraiment modifié cette équipe et en bien. Donc aujourd'hui, le Barça, j'ai du mal à prononcer ce mot, mais ils sont en train de faire une remontada à nouveau dans ce championnat. Hein. Mais c'est vrai que ça fait plaisir quand même de voir cette équipe renaître de ses cendres, comme on l'avait dit. Et là, le match en championnat d'Europe cet après-midi, Xavi a fait tourner. Donc ça veut bien dire une chose. Ça veut dire que le championnat pour lui est primordial. Ça veut dire qu'il a vraiment envie que cette équipe remonte. Et je pense qu'ils vont prendre ce match très au sérieux. Et bien évidemment, pour une fois, je dirais que ce match, pour moi, il n'y a pas de suspense. Que le Barça va s'amuser et va nous régaler contre Osasuna. Parce qu'ils sont déjà 3e, comme a dit Pascal. C'est peut-être pas fini. La remontada peut continuer et je pense qu'ils sont pas partis pour faire du mal. Donc, Tu peux prononcer quand même Dembélé et De Jong. Moi je l'avais dit que Dembélé était revenu à son meilleur niveau, associé à De Jong, associé à Aubameyang aujourd'hui, et Depay aussi qui met son grain de sel. Ça fait une équipe qui aujourd'hui est très chatoyante et qui peut devenir très très redoutable. Mais je suis d'accord pour juste quand même rajouter un petit élément. J'avais dit la semaine dernière le rôle d'Aubameyang dans le vestiaire. Qui a par ses célébrations, il a rajouté quelque chose qui manquait à ce vestiaire et on voit que tout de suite tout va bien, même les Dembélé, ça rejoue à la Barça et Xavi a remis de l'ordre dans la maison. Donc pour moi, pas de match piège ou quoi que ce soit, ça serait une victoire nette et claire d'El Barça. Alors que dire sur ce match-là Osasuna, comme ils ont fait quelques surprises inattendues. Mais voilà, ça reste Barça qui joue bien en ce moment, donc je mettrai pas mon double là-dessus, Barcelone pour moi. Vous faites le triple, il était sur quel match Moi le triple, je crois que je l'ai mis sur Lyon-Rennes. Lyon-Rennes aussi, tous les 3 d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Sauf moi. J'ai mis sur Udinese AS Roma. Ah ouais, c'est bon, d'accord. Messieurs, merci. Bien évidemment, toutes ces pronostics, toutes ces informations vont être compilées et on vous livrera tout à l'heure la synthèse des pronostics de cette émission. Et puis toutes ces informations sont également à retrouver sur l'application, la feuille de match que vous pouvez télécharger sur toutes les plateformes autorisées. Messieurs, maintenant, comme d'habitude, parole à la défense. À vous de jouer, maître Pascal Bon, votre client Mauricio Pochettino accusé d'actes de vandalisme. Beroni, je dis non, non et non. On ne peut pas tout facilement s'en prendre facilement à l'entraîneur. On savait qu'il n'était pas le bien-aimé depuis quelques mois. Il ne faut pas attendre ce match-là, cette débâcle-là pour dire c'est la faute à Pochettino si... En tout cas, on parle d'actes de vandalisme. Et d'accord, d'ailleurs, l'accusation, il faut la définir, puisqu'il s'agit de fait de commettre des actes qui servent à détruire des biens privés ou publics. Est-ce que Pochettino a détruit des biens? Non. Il faut ramener, il faut faire Si vous me posez la question à moi, je vous dirai oui. Non, il faut faire un supplément d'information, aller chercher d'autres accusés, aller chercher Nasser, aller chercher Leonardo. Pourquoi il serait tout seul au banc des accusés? Lui, ce qu'on peut lui reprocher, c'est des insuffisances professionnelles. Il avait des biens, il n'a pas su s'en servir. Et c'est ce qui est passé dans le match. On en a parlé en seconde mi-temps. Il avait de quoi faire des changements, d'accord. Mais il ne les a pas détruits. Ils sont arrivés tous détruits. Ramos est arrivé en EHPAD, Messi est arrivé pour aller faire les emplettes sous les champs avec madame, et Neymar, il fait le beau au rasage, au gel pour cheveux. Voilà, il faut admettre, l'institution Paris est coupable, effectivement, de vandalisme. C'est pas Pochettino. Comme l'a dit notre chef, le capitaine, demain, Pochettino part. Il partira. Je lui ai dit la lettre là, qui permet de. Avant de laisser passer, peut-être qu'il pourra aller en Ukraine servir et nous chanter la Marseillaise. Mais en tout cas, on a une équipe qui va rester, demeurer avec tous ces biens qu'on a hérités, on a acheté un peu cher, un peu surfacturé.
Et là, c'est là qu'il faut peut-être regarder un peu les responsabilités. Mais voilà, ce qu'on peut reprocher effectivement à mon client, c'est qu'il a une part de responsabilité dans la débâcle, bien évidemment, c'est son côté, sa vacuité, son inexistence à pouvoir peut-être prendre des risques lorsqu'il le fallait, sous cette mi-temps, on pouvait coffrer un partout. On connaît, nous, qui avons une culture très large, historique, l'Argentine est plutôt connue pour pouvoir plutôt cadenasser derrière avec Simeone et les autres. On sait faire ça quand même, je ne sais pas. Mais il est argentin, au fait. On aurait dit. Mais il est resté trop longtemps en Angleterre, apparemment. Tout le monde l'attend en Angleterre aussi, il est très aimé encore là-bas, apprécié, voilà. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, à mon sens, on doit mettre à part nos émotions vis-à-vis de Pochettino. Le vandalisme, il est dû à Nasser aujourd'hui. C'est eux qu'il faut aussi licencier, virer. Nasser, bon, il a le portefeuille, la besace pleine de fric, bon. Ça sera compliqué, mais Leonardo, tout ça, ils seront là aussi pour pouvoir. Et puis, c'est vrai que je plaide plus coupable sur l'attitude que, même en tant que défenseur, je regrette après l'après-match qui a été un peu pas à la hauteur de la classe et de la dignité d'une capitale européenne. Aller s'en prendre au corps arbitral, et voilà, on risque d'une sanction FIFA, UEFA, je sais pas, mais en tout cas, l'attitude de mon client et l'attitude de Nasser n'ont pas été à la hauteur et qui laisse encore entrevoir tout le travail qui a fait au niveau de l'institution de manière générale du PSG. Messieurs, je dis qu'une équipe, c'est comme un orchestre, il faut un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre a vandalisé le spectacle, et ma télé aussi, puisqu'elle est tombée en panne après le match. Comme par hasard. Vous savez que le PSG a ouvert une boutique à New York, sur la 5e avenue. Et donc c'est une forme de vandalisme, parce que là, après, et puis le vandalisme aussi, c'est toutes les blagues qui circulent sur le PSG. Quand tu es supporter ah ben oui, c'est une forme de vandalisme. Non, Pochettino, pour moi, responsable 100% sur ce match-là. C'est pas Nasser qui joue, c'est pas qui est sur le banc de touche. Tu es entraîneur du PSG, tu es debout pendant 90 minutes parce que c'était une guerre et c'était vraiment un match où il fallait prendre le taureau par les cornes, et on l'a pas vu. On l'a vu en première mi-temps, l'équipe a géré, mais c'est un match, Ronnie a dit, où normalement il devrait y avoir 3-0 en première mi-temps. Et un sergent comme notre ancien entraîneur Comboiré a mal au cœur, parce que tu mets Comboiré sur ce match-là, lui de venir, tu donnes à ton Pochettino, tu lui donnes 2 jours de vacances, et on fait juste un petit contrat de 2 jours pour notre ami Comboiré, on passe ce tour. Guillaume Michaud, le mot de la fin. Moi, je pense que Pochettino, il était condamné dès le départ, en fait. Tout simplement, je lui dis. Alors, je suis content, il a dépassé décembre. Je pensais qu'il n'allait pas passer jusqu'à l'année 2022. Qu'il n'allait pas passer l'hiver. Donc, bravo à lui déjà d'être resté jusqu'en mars. Voilà. Malheureusement, il ira peut-être pas avril, malheureusement pour lui. Donc voilà. Et j'ai pas grand-chose à dire, en fait. C'est juste très triste. Voilà. Rien à dire d'autre que le Paris Saint-Germain ne montera pas dans le quart. Messieurs, voici la grille, la synthèse de la grille que nous vous proposons pour ce Parions Sport Loto Foot 15 numéro 16, avec ce pactole de millions d'euros à la solde si vous avez les 14 bons pronostics, et on vous les souhaite. Avec Brest-Marseille, on vous propose le 1 et le 2. Lyon-Rennes, le 1, le N et le 2. Metz-Lens, le 2. Clermont-Lorient, le 1 et le N. Angers-Reims, le N et le 2. Strasbourg-Monaco, le 1 et le 2. Arsenal-Leicester, le 1. Chelsea-Newcastle, le 1. West Ham-Aston Villa, le 1. Hellas Vérone-Napoli, le N et le 2. Udinese-AS Roma, le 2. Torino-Inter-Milan, le 2, pardon. Betis, Séville, Athletic Bilbao, le 1. Et enfin FC Barcelone, Osasuna. Là aussi, on vous propose le 1, une grille qui vaut 96 € et qui peut rapporter jusqu'à 1 million d'euros. Et c'est exactement ce que nous vous souhaitons. Merci Guillaume Michaud. Merci à tous. N'oubliez pas qu'il y a la rediffusion disponible sur Internet via YouTube. Donc vous pouvez voir et revoir l'émission. Merci à vous Pascal Bon. Merci à celles et ceux qui nous regardent fidèlement. Et puis un petit clin d'œil à ce monsieur Vincent, qui m'a encore interpellé pour nous féliciter et puis pour nous signifier qu'il a quand même eu, dans une grille difficile la semaine dernière, réussi à faire 11 sur les 14. Donc il était à une victoire, un bon pronostic pour avoir
un gain supérieur à 20 euros. Je crois qu'il a payé 20 euros. Bon, des gains sur les 11. Merci Patrice Basile. Merci, bien sûr, on espère qu'il y aura des gros gagnants cette fois-ci. Et pour ceux qui veulent nous retrouver, il y a l'application Feuille de Match, la Feuille de Match, sur tous les portables en mode marche. Et enfin, merci à Bruno Michauvigne. Merci beaucoup. On va avoir du mal à regarder le foot pendant 15 jours, mais la magie va réopérer. C'est pas dimanche? Paris-Bordeaux. Ah, un petit Bordeaux. Ah, c'est ça. Ouais. Un petit Bordeaux cul sec. Au moins. Allez, au moins ça. Allez. C'est notre Ligue des Champions à nous, ça. C'est de la Ligue 1. Merci, messieurs. Merci à Morgane pour la réalisation. Et on se dit à jeudi prochain, même heure, même antenne. Ciao, ciao.